Quand nous pensons aux pirates, nous imaginons souvent des navires en flammes, des coffres débordant d'or et des canons tirant sur des marchands sans défense. Mais il y a une question que nous nous posons rarement. Que faisaient les pirates de tout ce qu'ils volaient? Or, argent, bijoux, épices, textiles, armes. Tout ce butin ne servait pas à grand-chose s'il restait caché dans la cale. La véritable richesse ne résidait pas seulement dans la capture du trésor, mais dans sa transformation en quelque chose d'utile. Nourriture, armes, réparation, pots de vin, voire du temps de repos au port. Et pour cela, il fallait le vendre. À l'époque dite de l'âge d'or de la piraterie, entre la fin du XVe siècle et le début du XVIe siècle, les pirates ont développé un système de commerce aussi complexe que clandestin. Ils ne pouvaient pas simplement accoster dans n'importe quel port et ouvrir un étal au marché. S'ils le faisaient dans un port contrôlé par une puissance ennemie ou soumis à des lois strictes contre la piraterie, ils risquaient l'arrestation immédiate. C'est pourquoi leur réseau de vente et de distribution était aussi ingénieux que dangereux. L'un des premiers endroits où les pirates vendaient leur butin était ce qu'on appelait les ports amicaux. C'étaient des établissements portuaires où les autorités locales, les commerçants et même les gouverneurs fermèrent les yeux sur la provenance douteuse des marchandises du moment qu'ils recevaient à leur part. Dans les Caraïbes, Nassau, aux Bahamas, fut l'un des plus célèbres. Là, le gouverneur et plusieurs commerçants locaux entretenaient des accords secrets avec des capitaines pirates. En échange d'un pourcentage du butin ou de marchandises précieuses à bas prix, ils garantissaient un lieu sûr pour commercer et se reposer. Mais Nassau n'était pas le seul. Des lieux comme Port-Royal en Jamaïque, avant sa destruction partielle par un tremblement de terre en 1692, furent également des centres de commerce pirates. Là, les biens volés étaient vendus à des marchands qui les blanchissaient ensuite en les mélangeant à des cargaisons légales. Ainsi, ce qui avait été pillé en haute mer finissait sur les marchés européens sans éveiller de soupçons. Dans de nombreux cas, les pirates ne vendèrent pas directement au public. Ils le faisaient par l'intermédiaire d'intermédiaires, commerçants, taverniers, capitaines de navires marchands corrompus ou même officiers de marine prêts à gagner un peu d'argent en plus. Ces intermédiaires achetaient le butin à des prix bien en deçà de sa valeur réelle et se chargeaient de le placer sur des marchés où son origine ne pouvait pas être retracée. Pour un pirate, cela signifiait recevoir moins de bénéfices pour chaque objet, mais aussi réduire le risque d'être capturé. Les biens les plus faciles à vendre étaient ceux qui ne nécessitaient pas de justification documentaire. L'or et l'argent, par exemple, pouvaient être fondus et refrappés. Les bijoux étaient démontés, les pierres précieuses extraites et remontées dans de nouvelles pièces. Le rhum, le tabac, les épices ou le sucre étaient encore plus simples, des produits de consommation immédiate qui changèrent de main rapidement, sans laisser de traces. Ces articles étaient très recherchés aussi bien dans les ports coloniaux que dans les établissements isolés. Abonnez-vous si vous aimez la vidéo. Ici, nous racontons les histoires et stratégies réelles des pirates, sans fioritures de cinéma. Cependant, tous les biens n'étaient pas faciles à écouler. Armes, munitions ou textiles fins nécessitaient des acheteurs spécifiques et discrets. Certains capitaines pirates conservaient une liste de contacts fiables accumulés au fil des années, comprenant des commerçants dans les colonies européennes, des gouverneurs corrompus et des contrebandiers opérant entre continents. Ces acheteurs savaient qu'ils participaient à des activités illégales, mais les bénéfices surpassaient les risques. Pour éviter qu'un seul lieu ne soit saturé de marchandises volées, ce qui pouvait attirer l'attention des autorités, les pirates faisaient tourner leurs points de vente. Un voyage pouvait inclure plusieurs escales stratégiques. Vendre une partie du butin dans un port des Caraïbes, échanger des armes contre des provisions dans une colonie africaine et finir par commercer des étoffes ou des épices dans un port de l'océan Indien. Ce système leur permettait non seulement de diversifier les risques, mais aussi d'obtenir de meilleurs prix selon la demande locale. En plus des ports coloniaux, il existait des marchés flottants. Certains navires marchands servaient de boutiques mobiles, s'approchant des zones fréquentées par les pirates pour échanger des marchandises sans avoir à toucher terre. Ces rencontres étaient organisées à l'avance par des messagers ou des signaux convenus. Le marchand arrivait avec des provisions, des outils, des vêtements, de la poudre et d'autres produits dont les pirates avaient gros besoin. En échange, il recevait une partie du butin. Tout se faisait rapidement, sans registre et en haute mer, où les lois étaient plus difficiles à appliquer.
Les tavernes jouaient aussi un rôle fondamental dans le commerce pirate. C'étaient des lieux de rencontre où se concluaient des accords discrets, où s'échangeaient des pièces et où circulaient des informations sur de potentiels acheteurs. Un tavernier bien connecté pouvait servir de lien entre un capitaine et un commerçant prêt à acquérir des marchandises volées. Souvent, le tavernier lui-même gardait une partie du paiement comme commission ou était rémunéré en rhum, tabac ou nourriture pour son établissement. Mais tout n'était pas commerce libre. Les pirates savaient que dans certains ports, la loi s'appliquait avec rigueur. S'ils accostaient là avec un navire plein de butin, ils risquaient que les autorités le confisquent et les arrêtent. Dans ces cas, ils recouraient à une stratégie plus subtile, cacher le butin avant d'entrer au port. Ils l'enterraient sur des îles proches, le cachaient dans des criques inaccessibles ou même le plongeaient dans des tonneaux étanches attachés sous la coque d'un petit navire. Une fois sortis du port et certains de ne pas être poursuivis, ils revenaient le récupérer. Le commerce du butin pirate était aussi influencé par la politique internationale. Lorsque deux puissances européennes étaient en guerre, les pirates pouvaient vendre plus facilement dans les colonies de l'une des parties, à condition d'attaquer les navires de la puissance rivale. Dans certains cas, ces accords étaient officiels. On leur octroyait des lettres de marque, documents qui légalisaient leurs attaques et leur permettaient de vendre le butin comme s'ils étaient des mercenaires au service d'un gouvernement. Bien que cela transformât temporairement les pirates en corsaires, beaucoup revenaient à la piraterie pure une fois la guerre terminée. La clé de tout ce système était la confiance mutuelle. Pirates et acheteurs dépendaient les uns des autres. Les premiers avaient besoin de vendre vite pour transformer des marchandises volées en ressources utiles, et les seconds cherchaient à profiter de prix bas sans être compromis légalement. La trahison était un risque constant. Un marchand pouvait dénoncer un capitaine pirate pour s'attirer les faveurs des autorités, et un pirate pouvait attaquer un marchand au lieu de le payer comme promis. C'est pourquoi les relations commerciales reposaient autant sur la réputation que sur la nécessité. Ils jouaient leur liberté et leur vie. Le commerce pirate n'était pas un simple jeu de hasard. Derrière chaque vente de butin se trouvaient des routes planifiées, des contacts soigneusement cultivés et surtout une incroyable capacité à s'adapter aux circonstances. Les capitaines savaient que chaque mer avait ses propres acheteurs et que ce qui était précieux dans un port pouvait ne valoir presque rien dans un autre. Cette flexibilité était ce qui leur permettait d'écouler des marchandises volées sans rester avec des cargaisons que personne ne voulait. L'un des circuits les plus connus commençait dans les Caraïbes, où l'on vendait des produits coloniaux volés, sucre, cacao, café, rhum, tabac et épices. Ces biens étaient faciles à placer sur les marchés locaux ou à les envoyer clandestinement en Europe. Le sucre et le cacao, par exemple, pouvaient être échangés directement aux Antilles françaises contre des armes ou de la poudre. Dans des îles comme la Martinique ou la Guadeloupe, des commerçants locaux jouaient le rôle d'intermédiaires, veillant à ce que la marchandise parvienne entre les mains d'acheteurs européens sans que son origine soit connue. Depuis les Caraïbes, de nombreux pirates naviguaient vers l'Afrique de l'Ouest, suivant la route des navires négriers et marchands. Là, les textiles fins et les armes étaient particulièrement prisés. Certains capitaines échangeaient même une partie de leur butin contre des esclaves qu'ils pouvaient ensuite revendre dans les plantations des Caraïbes ou d'Amérique du Sud. C'était un commerce brutal et impitoyable, mais très rentable. Les villes côtières comme Ouida, dans le golfe de Guinée, étaient des points clés pour ces transactions, et des commerçants y opéraient, prêts à faire des affaires avec quiconque arrivait avec une cargaison précieuse. L'océan Indien était un autre centre d'opération important. Des pirates comme Henry Avery ou Thomas avaient démontré qu'attaquer des navires sur les routes commerciales vers l'Inde ou l'Asie du Sud-Est pouvait rapporter des cargaisons remplies de soieries, d'épices, de pierres précieuses et de métaux. Dans des ports comme Madagascar, en particulier dans des lieux comme île Sainte-Marie, de véritables marchés libres furent établis, où les pirates pouvaient échanger des marchandises avec des commerçants arabes, indiens et européens sans trop de questions. L'isolement géographique et l'absence de contrôle des grandes puissances coloniales faisaient de ces endroits un paradis pour le commerce illicite. En Europe, les pirates évitèrent généralement les grandes villes portuaires sous surveillance stricte, comme Londres ou Amsterdam, et préféraient des lieux où les autorités fermèrent les yeux en échange d'un bon pot de vin.
Certains petits ports d'Irlande, d'Écosse ou même de la côte atlantique française étaient connus comme refuges pour contrebandiers et pirates qui voulaient vendre des marchandises sans attirer l'attention de la marine. Là, les opérations étaient rapides. On déchargeait de nuit, on faisait l'échange, et à l'aube, le navire avait déjà repris la mer. Pour déplacer le butin d'un port à l'autre sans être détecté, les pirates développèrent des techniques ingénieuses de camouflage. L'une d'elles consistait à modifier physiquement le navire pour qu'il ressemble à un simple marchand. Ils changeaient le nom peint sur la poupe, altéraient la voilure et allaient jusqu'à repeindre la coque avec des couleurs différentes. S'ils croisaient un navire ennemi ou un patrouilleur, ils pouvaient se faire passer pour un bâtiment commercial légitime et poursuivre leur route sans éveiller de soupçons. Une autre tactique consistait à diviser le butin entre plusieurs embarcations, de sorte que si l'une était capturée, tout ne serait pas perdu. L'usage de faux documents était un autre pilier du commerce pirate. Certains capitaines portaient de fausses lettres de marque qui les identifiaient comme corsaires autorisés par un gouvernement. Ces lettres, bien que falsifiées, servaient à justifier la possession de marchandises volées, en prétendant qu'elles avaient été capturées au nom d'une nation. Avec un peu de chance et quelques pots de vin, ils pouvaient convaincre les autorités d'un port que leur cargaison était légitime. À terre, la vente de butin nécessitait un réseau de courtiers et de commerçants de confiance. Ces intermédiaires n'achetaient pas seulement la marchandise, ils se chargeaient aussi de la redistribuer pour que son origine devienne méconnaissable. Une cargaison de tissus volés sur un navire portugais pouvait finir entre les mains d'un marchand anglais qui les revendait sur un marché hollandais comme s'ils provenaient de routes légales. Dans ce processus, chaque main qui touchait la marchandise prenait sa part, mais au final, le butin se transformait en argent liquide. Dans certains cas, les pirates ne vendaient pas leur butin contre des pièces de monnaie, mais l'échangeaient directement contre des ressources. Cela incluait de la poudre, des armes, des pièces de rechange pour le navire, des aliments frais et des boissons alcoolisées. Cette méthode de troc avait l'avantage d'être rapide et de laisser moins de traces qu'une transaction en espèces, qui pouvait éveiller des soupçons si une grande quantité d'argent apparaissait soudainement en circulation. Les biens les plus difficiles à vendre étaient ceux de grande valeur, mais de faible demande locale, comme les pierres précieuses ou certains bijoux de conception européenne. Dans ces cas, les pirates pouvaient garder le butin pendant des mois, en attendant l'occasion de le vendre dans un lieu où un acheteur y trouverait un intérêt réel. Ils pouvaient aussi démonter les bijoux pour vendre séparément les pierres et les métaux, ce qui facilitait leur insertion sur le marché. Dans les endroits où les autorités étaient hostiles, les pirates recouraient à des complices au sein même de l'administration. Un fonctionnaire corrompu à la douane pouvait permettre l'entrée de marchandises illégales en échange d'un généreux pot de vin. Parfois, ces fonctionnaires agissaient comme partenaires actifs, informant les pirates de l'arrivée de navires marchands pour qu'ils puissent les intercepter. Les tavernes et auberges n'étaient pas seulement des lieux de rencontres sociales, mais aussi des centres d'information. Là, un pirate pouvait apprendre quel type de marchandises était demandé dans tel ou tel port, ou qui était prêt à bien payer pour une cargaison spécifique. Les propriétaires de ces tavernes étaient des figures clés de l'engrenage commercial pirate, facilitant les contacts et veillant à ce que les transactions se fassent avec la discrétion nécessaire. En définitive, le commerce du butin volé était un art qui combinait géographie, déguisement, corruption et ruse. Il ne s'agissait pas seulement de vendre vite, mais de vendre bien et sans laisser de traces. Et dans ce jeu dangereux, un capitaine pouvait amasser une fortune ou tout perdre en un seul coup. Le commerce du butin pirate avait autant de visages que de vagues dans la mer. Il ne s'agissait plus seulement de ports connus ou d'intermédiaires expérimentés. Parfois, les lieux et les méthodes pour vendre des marchandises volées étaient si inattendus qu'ils semblaient sortir d'une histoire impossible, mais ils étaient bien réels. L'une des méthodes les plus inhabituelles était le commerce sur des îles inhabitées. Certains points stratégiques des Caraïbes, d'Afrique et de l'océan Indien servaient de marchés improvisés. Là, pirates et marchands convenaient de se rencontrer à des dates précises. Le commerçant arrivait avec des provisions et des produits de valeur. Le pirate avec son butin. Tout se faisait sans la présence des autorités et en l'espace de quelques heures, chacun repartait dans une direction opposée. Ces échanges secrets réduisaient le risque d'embuscade sans toutefois l'éliminer complètement. Plus d'une fois, un capitaine trop confiant fut trahi
et perdit son trésor sans rien recevoir en retour. Un autre scénario fréquent était celui des foires maritimes illégales. En certains points des routes commerciales, des navires de différentes origines se réunissaient pour échanger directement des marchandises sur le pont. Il n'y avait ni contrat, ni registre. Un tonneau de rhum passait de main en main contre une caisse de poudre, quelques pièces de soie contre un lot de tabac. Dans ces foires flottantes, la priorité était la rapidité. Moins ils restaient ensemble, plus le risque d'être découvert par une patrouille navale diminuait. Les pirates s'infiltraient aussi dans les marchés légaux par l'intermédiaire de tiers étrangers à la piraterie. Agriculteurs, pêcheurs et artisans servirent de façade pour vendre les produits volés. Une cargaison d'épices pouvait être mélangée à une production légitime avant d'arriver au marché, effaçant toute trace de son origine illégale. Ainsi, les autorités pouvaient inspecter la cargaison sans rien trouver de suspect. Parfois, le butin n'était pas vendu du tout, mais utilisé comme monnaie d'influence. Un gouverneur colonial pouvait recevoir un coffre de bijoux ou de pièces en échange de son silence face aux activités d'un capitaine. Un officier naval pouvait accepter une pièce d'or pour retarder un ordre de capture. Cette utilisation diplomatique du butin garantissait que dans certains ports, les pirates soient accueillis avec des sourires plutôt qu'avec des menottes. La vente d'esclaves, bien que brutale et impitoyable, faisait aussi partie du commerce pirate. Les routes transatlantiques de l'esclavage étaient vulnérables aux attaques et certains capitaines capturaient des navires entiers pour vendre les captifs dans les plantations des Caraïbes ou des colonies sud-américaines. L'échange était direct, main-d'œuvre contre armes, provisions ou argent. Aussi répugnante qu'elle fût, cette pratique constituait une source importante de revenus pour certains groupes de pirates et leur donnait accès à des réseaux commerciaux autrement fermés. Les pirates les plus ingénieux allaient jusqu'à créer leur propre marché noir flottant. Ils entretenaient des navires qui servaient exclusivement de dépôts et de centres de commerce sans participer directement aux attaques. Ces bateaux chargés de marchandises volées naviguaient entre des points convenus et servaient d'entrepôts mobiles. Un capitaine qui ne voulait pas risquer d'entrer dans un port pouvait y décharger une partie de son butin, recevoir un paiement immédiat ou l'échanger contre des vivres, puis continuer ses opérations. En ce qui concernait les biens les plus difficiles à vendre, comme les reliques religieuses, les œuvres d'art ou les bijoux trop reconnaissables, la stratégie était de les transformer. Les statues étaient fondues, les œuvres d'art découpées en morceaux plus petits ou dissimulées pendant des années, jusqu'à ce que l'attention publique s'estompe. Certains pirates avaient des artisans de confiance capables de modifier complètement l'apparence d'un objet, afin qu'il puisse être vendu sans éveiller les soupçons. Le commerce illégal des biens volés par les pirates ne remplissait pas seulement les coffres des capitaines, il avait aussi un impact profond sur l'économie de l'époque. Beaucoup de ports prospérèrent grâce à ce flux constant de marchandises non déclarées. Les prix de certains produits baissaient ou augmentaient selon la quantité de butin disponible. Dans certaines régions, la piraterie devint une composante si habituelle du commerce que les marchands honnêtes durent affronter une concurrence au prix impossible à égaler. Dans ce contexte, la corruption était l'huile qui faisait tourner la machine. Des fonctionnaires portuaires aux juges, en passant par les capitaines de navires marchands, tous pouvaient être achetés. L'argent pirate circulait dans les tavernes, les marchés et les bureaux officiels, se mêlant à l'économie formelle. La frontière entre le légal et l'illégal devenait si floue que, pour beaucoup, il n'y avait pas de différence entre commercer avec un marchand légitime ou avec un pirate. Certains historiens soulignent que ce réseau de commerce illégal fut si efficace que, dans certains cas, les pirates s'intégrèrent dans le système économique colonial. Ils n'étaient pas de simples pillards, mais des acteurs actifs d'une économie parallèle qui dépendait d'eux autant qu'eux dépendaient de leurs acheteurs. En fait, certains capitaines retraités investirent leurs gains dans des affaires légitimes, achetant navires marchands, tavernes ou entrepôts, et utilisant leur expérience pour naviguer entre les deux mondes. Bien sûr, le risque demeurait toujours. Une transaction pouvait mal tourner, un informateur pouvait vendre des renseignements aux autorités, et un réseau soigneusement construit pouvait s'effondrer du jour au lendemain. La capture d'un intermédiaire important pouvait révéler des routes, des contacts et des méthodes, provoquant des rafles massives dans des ports entiers. C'est pourquoi la paranoïa était une constante. Les pirates changeaient fréquemment de contacts, de routes et de méthodes, restant toujours un pas en avance sur ceux qui voulaient les attraper.